Pour revenir sur les Layer 2, genre, est-ce que du coup tu penses que les ZK vont tuer les Optimistic Rollup? Il y avait ça dans la question. Est-ce que, enfin, quel rôle selon toi jouera Starknet dans tout ça? Mais est-ce que du coup tu penses, genre, si les ZK Rollup sont performants, que du coup les Optimistic Rollup vont absolument disparaître? Et est-ce que les ZK Rollup ont des faiblesses actuellement? Quelles sont peut-être les faiblesses, tu vois, de Starknet et de la solution proposée actuellement par rapport à des optimistiques qui eux ont aussi des faiblesses, mais ont peut-être d'autres avantages, quoi. Ouais. Ok. Alors moi, clairement, je préfère de loin les ZK Rollup par rapport à Optimistic Rollup, donc il y a plusieurs raisons. La première, c'est la plus simple, c'est la différence entre maths et incentive économique. En gros, compter uniquement sur des mathématiques, c'est plus secure que compter sur des incentives économiques. Parce que dans les incentives économiques, c'est de la théorie des jeux, etc. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, à cause de cette incentive économique et le fait que tu es obligé de laisser une période de temps assez grande, par exemple 7 jours, pour que des gens puissent reporter les fraudes, ça c'est un gros problème pour l'expérience utilisateur. Parce que concrètement, si tu veux bridger et avoir une réelle finalité, elle arrive que 7 jours après. Donc, il y a des moyens de mitiger ça pour les bridges avec des tokens ERC20 parce que tu peux avoir des intermédiaires qui se mettent au milieu et qui bypassent le délai. Mais par contre, ça marche pas avec les NFT parce que les NFT, par définition, ils sont non fongibles. Donc, pour des NFT, la finalité, elle reste 7 jours. Donc, il y a des freins pour la partie expérience utilisateur sur l'Optimistic Rollup. Mais le gros point noir, vraiment, c'est la partie sécurité et incentive économique. Et là où tu l'as aussi dit, c'est que cet assemblage qui fait que ça devient plus catastrophique. Parce que à la limite, quand tu as des L2, admettons qu'ils ont vraiment les fraud-proof, parce que c'est même pas le cas. Encore, c'est une catastrophe, c'est honteux même que Optimism n'a toujours pas des fraud-proof activés sur le mainnet, c'est catastrophique avec une telle TVL. Mais admettons même qu'il l'ait, et ben à la limite tu pourrais dire, ok, sur un L2 qui a X milliards de TVL, tu vas avoir assez de gens qui vont avoir des incentives pour monitorer le réseau et envoyer des fraudes. Mais quid d'un L3 ou d'un L2 qui utilise la OP-Stack? En fait, il se démarre et il n'y a pas de TVL et d'activité. Mais qui va monitorer cette chaîne? C'est un coût de monitorer la chaîne, il faut lancer une infrastructure, etc. Donc c'est catastrophique. Ce modèle-là, il marche, il a trop d'hypothèses de sécurité qui sont liées à la taille économique de ta chaîne. Là où les ZK Rollup, si tu as un L3, même un ZK Rollup, même s'il a $10 sur la chaîne, il serait quand même sécurisé. C'est là où il y a un avantage énorme. Ensuite, en termes de scalabilité théorique, les ZK peuvent aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, la beauté du ZK, c'est qu'en fait, tu peux faire énormément de choses en parallèle. En gros, il y a un mécanisme qui s'appelle la récursion. Et l'idée, c'est de se dire, j'ai énormément de calculs à prouver, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer plein d'instances, plein de machines, concrètement des vraies machines, plein de calculateurs, et je vais leur distribuer le travail en parallèle. Ils vont tous prouver en parallèle. Ce qui fait que si tu as un truc qui, normalement, je veux dire des chiffres, mais prenait 100 secondes, mais que tu lances en machine, bah, ça va prendre 1 seconde. En fait, tu peux utiliser la récursion des preuves. Et en théorie, t'as pas de limite théorique. Donc, ça peut aller à l'infini. Bien sûr, dans la pratique, il y aura des limites. Donc le temps pour créer ces preuves peut être genre super faible, c'est ça que tu veux dire, voire zéro. Exactement. Il pourrait tendre vers zéro, exactement. Si on a après, ça va être intéressant de voir parce que en réalité, c'est pour ça qu'il y a une narrative qui est intéressante à garder en tête, c'est la narrative du DePIN, Decentralized Physical Infrastructure Network. Pourquoi? Parce qu'entre le ZK et l'IA, la demande en machine sur le cloud, elle explose. Et tu sais que je vais te dire un truc qui est quand même alarmant. On s'est déjà retrouvé dans des cas où il y avait plus assez de machines disponibles sur AWS et Google Cloud pour répondre à nos besoins, pour prouver. Dans le monde, on n'avait plus littéralement, même si on voulait payer un montant infini, il y avait juste plus assez de machines pour répondre à... Ouais, ça commence à être alarmant. C'est dingue ce que tu dis là. Ouais, juste avec StarkX, donc Sora, DYDX et Stark. Alors que pourtant, c'est pas encore l'adoption de masse, donc t'imagines. Donc ça, c'est un truc à surveiller. Donc il faudra aussi des alternatives décentralisées au cloud provider. C'est vrai que moi, la dernière fois, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est chaud, tu vois. Et plus il y aura de compétiteurs qui font du ZK, plus il y aura une course à avoir des machines puissantes pour le proving. Mais en tout cas, en point de vue théorique, on n'a pas de limite en termes de scalabilité. Donc voilà. Attends, juste un truc. Désolé de te couper, mais est-ce que genre Ethereum est plus vert si derrière t'as des L2 qui ont besoin de créer, de créer des preuves avec genre des milliards de machines qui produisent ces preuves. Enfin, à quel point du coup tu réduis cette consommation d'électricité si tu l'augmentes autre part pour augmenter cette scalabilité? Ouais, c'est une bonne question, mais tu vois, admettons. C'est négligeable ou je dirais quand même que c'est négligeable dans le sens où
par exemple, sur Ethereum, là, admettons, tu as 10 000 full nodes, je crois que c'est à peu près ces eaux-là qu'on a sur Ethereum. Là, à chaque transaction, à chaque bloc, tous les 10 000 full nodes vont faire tout ce calcul. Là, au moins, sur les prouveurs, bah, tu as une entité qui va faire le proving, mais après, les gens, ils font juste la vérification. Et la vérification, elle est infime en termes de consommation. Donc, je pense que à une demande gigantesque, exponentielle, ça sera quand même plus intéressant que d'avoir tous les nœuds qui répliquent le calcul eux-mêmes sur la planète. Ouais, ça resterait quand même plus intéressant. Je vais t'avoir coupé du coup, mais non, très bien. Donc, c'est là aussi où ils sont plus sexy, les Ethereum. Et Vitalik, en réalité, il l'avait assez bien vu, c'est très tôt, quand il a présenté les différentes familles de roll-up, il a dit, bah, les optimistic roll-up, les Ethereum roll-up. Les optimistic roll-up, ils vont gagner les parts de marché au début et l'adoption parce qu'ils sont plus simples à mettre en place. Et c'est la meilleure solution court terme. Et les Ethereum roll-up, c'est la meilleure solution long terme parce qu'elle est plus future-proof, elle a des meilleures scalabilités théoriques, etc. Elle compte sur des maths. Et l'expérience montre qu'il avait eu raison parce que l'adoption, elle s'est faite sur Optimism, sur Arbitrum, qui ont vraiment pris. Et là, on commence à voir les Ethereum qui ont leur technologie qui est mature, qui commence à rivaliser, voire dépasser les Optimistic Roll-up à certains points. Et là, on va potentiellement commencer à voir un chiffre. Maintenant, ta question sur est-ce que ça va faire disparaître les Optimistic Roll-up, ma réponse de builder voudrait dire que oui, mais ma réponse réaliste me dit que non. Pourquoi? Le network effect. C'est le marché. Le network effect, le network effect, le marché exactement. Ils ont Arbitrum a 5 milliards de TVL, ils ont plus de TVL que tous les autres L2 confondus, ils ont des apps, des builders, ils ont tout ça. Pour contrer ce network effect, et on le voit, Ethereum aussi, le network effect de l'EVM, il est gigantesque. C'est aussi une raison qui freine l'adoption de certains Layer 1. Et en fait, ce que je pense, et ce qui commence à avoir des signes d'arrivée, c'est que ils vont progressivement se transformer en ZK Rollup. Mais ils auront déjà une user base, de la TVL, des liquides. Un peu à l'approche Polygon, qui ont été malins, qui ont lancé leur sidechain, on appelant ça un L2 alors que ça n'était pas un. Et ils ont accumulé des users, ils ont fait des partenariats Shiny. Et maintenant, ils perdent de la vitesse. Hein. Ouais, ils perdent de la vitesse. Mais entre deux, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils savaient que les ZK Rollup c'était la solution long terme, ils ont racheté 3 teams qui bossent sur des ZK Rollup. Donc là, ils ont ZK EVM, Polygon Maiden et Polygon Zero. Donc en fait, ils ont fait, ils ont joué à Monopoly. Exactement. Et après, on rachète, on pose nos options. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est smart la même chose sur l'Optimistic Rollup. Ouais, c'est le marché, ça a été smart. Là où, par exemple, nous, pour Starknet, ils ont gagné énormément de terrain pendant que nous, on buildait la solution finale. Eux, ils étaient déjà dans le début de la solution court-termiste, mais en termes de business développement, des partenariats, ils ont carburé pendant toutes ces années. Là où nous, on était focus sur builder nos trucs et ils ont rattrapé le retard d'un point de vue tech en rachetant. Donc, oui, c'est smart. C'est une stratégie smart. Quitte à choisir parmi les layers 2 disponibles actuellement enfin optimistiques, quels sont les meilleurs ou est-ce que c'est plus ou moins tous la même chose? Moi, j'adore Arbitrum comparé à Optimism. Je les mets pas dans la même catégorie. Optimism, j'ai plusieurs problèmes. Bon, déjà d'une, ils ont toujours pas les fraud proof, donc ça, c'est un énorme problème. J'aime pas le côté c'est des cool kids. Ils font plein de trucs stylés pour la communauté Ethereum, donc on leur pardonne des trucs impardonnables. Donc, en fait, les choses qu'ils font bien. Ils contribuent énormément au développement de Ethereum lui-même, le L1. Donc, par exemple, c'est eux qui sont l'un des champions pour le proto-donk sharding. Donc, le EP4844 qui va arriver dans le prochain upgrade de Ethereum, qui va réduire drastiquement les fees pour tous les L2. Donc, eux, ils travaillent activement là-dessus. Donc, ça, je leur donne le crédit, c'est très bien. Je pense que c'est intéressant que les gens de L2 ils contribuent sur le L1. Redonner la valeur, parce qu'on dépend tous du L1. Un peu dans la même truc que je te disais tout à l'heure. Ça, je mets leur crédit. Deuxième chose, le financement du public good avec leur rétro public good funding. Là, le round 3, ça représentait en dollars 100 millions de dollars pour financer du public good. C'est ouf, hein. Ouais, c'est génial. 100 millions de dollars pour financer du public good. C'est inédit. Même dans le domaine de l'open source, on voit que la blockchain est précurseur de quelque chose d'incroyable, qui a été un problème pendant des décennies. Le monde de l'open source, c'est la famine. Il y a des grosses entreprises qui utilisent des livrets open source sans jamais payer les petites gens et tout. C'est un énorme problème. On voit que, malgré tout, la crypto est en train de résoudre ces problèmes-là avec du financement massif de public good. Donc ça, c'est génial. Grâce aussi à la spéculation, hein. Parce que la spéculation n'est pas que mauvaise, parce que du coup, elle permet de financer des trucs cool, quoi qu'on en dise, quoi. 100%. Et le ZK est un parfait exemple de ça. Parce que si tu veux, il n'y avait pas assez d'incentive pour financer un développement sur ce truc-là en particulier. On sait que ça aurait pu servir dans d'autres trucs, mais il n'y avait pas assez d'incentive économique. Là, l'avancée du zero knowledge proof en termes de mathématiques sur ces dernières années, il a fait un x30, x100 en termes d'accélération grâce à la crypto. Donc effectivement, la spéculation n'a pas que du mauvais. Elle permet de financer de l'innovation qui ne se passerait juste pas s'il n'y avait pas la crypto. Donc ça, carrément d'accord avec toi là-dessus. Ah oui, et donc Optimism, donc je leur mets ça à leur crédit, mais par contre, ça devrait pas leur pardonner des trucs impardonnables parce que leur mécanisme de sécurité repose quand même sur le fait qu'il y ait les fraud-proof. Donc en fait, ils ont même pas le moteur qui sont en train de faire un petit peu les trucs un petit peu autour sans avoir pris la confiance.
Ils ont pris la confiance et tout le monde leur pardonne trop. Et ça, c'est un truc que j'aime pas. Arbitrum, je les trouve plus réglo dans leur approche. Et aussi, Arbitrum, dans un sens, j'aime bien aussi leur approche. Je veux dire, on a le VM, mais on travaille aussi pour rajouter des compatibilités avec d'autres choses que le VM. Donc, par exemple, avec Arbitrum Stylus, tu peux avoir aussi du Rust qui va cohabiter sur la chaîne avec de l'EVM. Donc ça, c'est très smart comme approche. Donc Arbitrum, j'adore. Parmi les Optimistic Rollup, c'est le concurrent que je respecte le plus. Et j'aime bien leur philosophie. Et parmi les ZK Rollup, du coup, quelles sont les différences? Est-ce qu'ils se valent tous? Qu'est-ce qui va changer en fait entre les différents ZK Rollup disponibles, ou en tout cas qui vont être disponibles? Je pense que ça peut être aussi l'occasion de parler de Starknet du coup. D'accord. Eh ben, il y a plusieurs axes pour les différencier, mais je dirais que le plus évident aujourd'hui, c'est le moteur d'exécution. Donc, on va avoir des L2 qui sont EVM compatibles et des L2 qui ne le sont pas. Donc, l'écrasante majorité est compatible EVM. Compatible EVM, pour rappel, c'est être capable de déployer les mêmes smart contracts que vous avez sur Ethereum sur ces L2. Donc, ça a évidemment des avantages évidents, qui est que tu peux capitaliser sur des développeurs déjà existants et des projets déjà existants qui peuvent, pour un moindre coût, déployer sur ton réseau. C'est comme si on disait compatible Windows, en gros. Compatible quelque Windows, chose comme ça. Ouais, exactement. Nous, Starknet, on est pour l'instant les seuls en production qui sont pas compatibles EVM. C'est un choix, d'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est un choix. L'idée, c'était de se dire, l'EVM, quand elle a été créée en 2015, elle n'avait pas été designée, conçue pour être un jour prouvée par du zero knowledge proof, d'accord? Donc les choix qui ont été faits à l'époque, ils sont pas forcément toujours compatibles avec ce qui serait le plus optimal aujourd'hui. Donc il y avait deux choix. Soit on se dit ok, on essaie de faire entrer un carré dans un cercle. Donc c'est transformer une EVM en zk-EVM, c'est littéralement ça, parce que il y a des choix qui ont été conçus à l'époque qui ne marchent pas vraiment bien dans un domaine de zero knowledge proof, mais par des rustines, tu peux transformer en zk-EVM. Ça c'est l'approche de zk-sync, Polygon zk-EVM, Linéa, Scroll. Et nous, notre approche, c'est de se dire, ok, on fait table rase du passé. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui comme machine virtuelle si on veut qu'elle soit efficace dans un contexte de zero knowledge proof? Et donc, l'idée, c'était de se dire, on a conçu une nouvelle machine virtuelle qui est spécifiquement faite pour être efficace dans ce contexte-là. Cette machine virtuelle s'appelle la machine virtuelle Cairo, donc avec un nouveau langage qui a été créé par Starkware, qui est fait spécifiquement pour être efficace dans un contexte de zero knowledge proof. L'inconvénient, c'est évidemment que on doit attirer des développeurs pour apprendre ce langage, etc. On peut pas capitaliser sur des projets déjà existants. Donc, c'est beaucoup plus dur pour nous d'attirer des développeurs. Je vais expliquer après pourquoi aussi c'est intéressant et les avantages que ça a, parce que finalement on s'est rendu compte bien plus tard que ça avait des propriétés super intéressantes aussi. Mais par contre, on a la promesse de ne pas être verrouillé et limité par le VM. C'est-à-dire que on n'a pas ce fameux plafond de verre au-dessus de nos têtes. On se dit ok, on est libre. Première chose, il faut aussi se rappeler que c'est pas comme si le VM de Ethereum elle était figée. Elle continue d'évoluer maintenant. Donc, il va y avoir des nouveaux changements dans le VM, etc. Et à chaque changement de l'EVM, si les L2 EVM veulent maintenir la compatibilité, ils devront répercuter ces changements. Donc, c'est un poids supplémentaire dans leur roadmap à tous. Là où nous, on s'en fout. Peu importe les changements qu'il y a sur l'EVM, ça nous impacte pas. On a notre machine virtuelle, on est souverain. Ça peut être des changements positifs aussi. Ça peut être des changements positifs aussi. Ouais, ça peut être des changements positifs, mais eux, en tout cas, voilà, ils vont devoir répercuter ces changements. Et aussi, lié aussi à un problème de fragmentation. Tu vois, s'ils vont pas tous à la même vitesse sur la compatibilité avec l'EVM, tu vas avoir par exemple un L2 qui va être compatible avec l'EVM telle version, mais l'autre, c'est un L2 qui est compatible avec l'EVM de la version d'avant, etc. Tu peux avoir un micmac un peu à ce niveau-là. Nous, on est totalement souverain par rapport à ça. Et on n'a pas les limites de l'EVM, donc on peut vraiment se détacher. Pareil, on a choisi dès le début d'avoir ce qu'on appelle la compte abstraction natif, à la différence de Ethereum. Donc la compte abstraction, c'est quoi? Donc vous savez, sur Ethereum, il y a deux types de comptes. Il y a ce qu'on appelle les EA, donc c'est votre wallet, MetaMask et compagnie, ce que vous contrôlez par un utilisateur avec une clé privée, donc en général protégé avec ce qu'on appelle les 12 mots, la seed phrase, et vous avez les smart contracts. L'idée de la compte abstraction, c'est de se dire, il y a que des smart contracts. Donc sur Starknet, tout est un smart contract, y compris votre wallet en tant qu'utilisateur. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus flexible, parce qu'en fait, on peut programmer sa logique. Donc vous pouvez avoir un compte et dire, ok, moi, cet compte, il va être contrôlé de telle ou telle manière. Vous pouvez rajouter des mécanismes d'authentification innovants. Donc, typiquement, on a des gens qui ont fait des wallets sur Starknet que vous pouvez contrôler en déverrouillant votre Face ID sur le téléphone. Donc, vous n'avez pas de seed phrase, rien du tout. Vous déverrouillez votre Face ID et vous pouvez interagir avec un smart contract. Donc, c'est hyper puissant. Là, toujours pareil, si un jour on veut de la masse adoption, ça passera forcément par ce genre de choses. C'est trop compliqué pour les users de sécuriser une seed phrase et compagnie. C'est beaucoup trop. Donc, la compte abstraction, ça pourra résoudre ça. Et nous, on l'a nativement sur Starknet. Mais non seulement on a nativement, mais on a que ça. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir de la compte abstraction. Tu peux aussi avoir ce qu'on appelle des social recovery wallets. L'idée, c'est de se dire,
Bah, ok. Donc c'est natif, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ça c'est natif. C'est dans le protocole vraiment, etc. Et on peut dire par exemple, je vais avoir un wallet, mais je veux désigner des personnes de confiance, des gardiens qui peuvent me débloquer si jamais j'ai perdu ma seed phrase. Tu vois, tu peux faire ce genre de choses. Tu peux imaginer un account où tu vas lui mettre des limites. Genre, je veux dépenser X par jour maximum. Je veux interagir qu'avec des contrats qui sont whitelistés. Comme ça, même si tu te fais hacker, bah, le mec ne pourra même pas interagir avec n'importe quel contrat ou ne pourra pas dépasser tes limites de plafond que tu as définies, etc. Donc, tu peux aller très très loin. Donc ça, on a ça nativement et c'est aussi parce qu'on a décidé depuis le début de s'écarter et de ne pas se limiter avec les barrières de la compatibilité EVM. Et pourquoi selon toi, ils ont fait, eux, ces choix-là, qui sont différents? Quel est l'upside, en fait? Parce que du coup, on a vu le downside, en voyant l'upside pour Starknet, mais quel est l'upside pour eux à avoir fait ces décisions-là? Ouais, l'upside, il est très simple, c'est l'adoption des développeurs et de pouvoir ramener facilement un AAV, Uniswap, etc. sur leur chaîne. Nous, on peut juste pas faire ça. Donc, c'est un downside énorme pour nous, hein, on va pas se mentir. On doit faire beaucoup plus de travail parce que si on veut convaincre un projet EVM de migrer chez nous, il faut les convaincre d'apprendre Cairo, de repartir maintenir. C'est trop de temps sur leur roadmap. C'est énormément d'argent et de temps, quoi. Donc, comment pallier à ça? Pour nous? Ouais, pour nous. Ok. Donc, plusieurs axes par rapport à ça. Il y a un axe qui est essayer de ramener de la compatibilité EVM sur Starknet. Donc, il y a un projet qui s'appelle Kakarot, qui fait ça, par exemple, qui est une ZK EVM qui est développée avec Cairo, notre technologie à nous, qui techniquement peut ramener la compatibilité sur Starknet si on veut. Donc ça, c'est le premier axe. Malgré tout, c'est probablement pas le meilleur axe. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire ramener une compatibilité EVM qui va brider l'expérience utilisateur pour ceux qui utilisent de l'EVM sur Starknet, à contrario de ceux qui utilisent du Starknet. Alors c'est bien, mais tu peux pas tout faire. Tu seras toujours bridé, exactement. Et donc pareil, tu pourras pas bénéficier pleinement de la compte abstraction et ce genre de choses. Donc c'est pas forcément l'arme ultime. La deuxième option, et c'est ce qu'on voit se dessiner de plus en plus, c'est de se dire, entre guillemets, tant pis pour les blue chip projects, pour les projets existants, on va massivement investir dans des projets natifs, des nouveaux gens, une nouvelle vague de builders qui va builder nativement sur Starknet. Et c'est en partie ce que je te disais tout à l'heure sur les vertus d'avoir un nouveau langage. C'est quoi? Et ça, je le vois vraiment très fortement. Et je suis très content de ça. C'est que c'est un énorme filtre. Ce qui se passe, c'est que les projets qui viennent builder sur Starknet, en gros, ils ont passé l'épreuve des balles. C'est comme, entre guillemets, un parcours du combattant. Donc, quand ils arrivent au bout, ils sont là pour quelque chose. Parce qu'en fait, si de base, ils voulaient juste faire un petit cash grab ou un petit projet qualité de base, ils feraient quoi? Ils vont juste fork un projet EVM existant et le déployer sur tous les L2 ZK EVM. Parce qu'en fait, si tu fais un projet EVM, tu peux déployer sur 50 L2. Tu vois. Là, si tu fais un projet en Cairo, tu vas pouvoir déployer que sur Starknet. Donc, c'est un choix. Donc, c'est un énorme filtre de motivation, détermination, et ça te pousse à vouloir faire des choses qui sortent des sentiers battus. Aussi, comme nous, de base, on a cette approche de dire penser de manière différente, on a remarqué que les builders, ils sont imprégnés de ça. En gros, on leur donne des nouveaux tools, allez-y, faites-vous plaisir. Et en fait, on remarque qu'ils pensent, ils sont pas conditionnés par ce qu'on voit sur le VM. Un truc qui est intéressant, c'est que, tu vois la DeFi, par exemple, si on prend l'exemple de la DeFi, elle s'est dessinée d'une certaine manière à cause des limites de l'EVM. Il y a certains trucs qu'on ne pouvait juste pas faire parce que l'EVM, elle était bridée en termes de puissance de calcul si tu voulais faire des choses, sinon ça coûterait trop cher. Donc, toute la DeFi, depuis toutes ces années, elle a été conditionnée par ces limites. Et là, du jour au lendemain, on dit, attends, sur Starknet, nous, on vous débloque votre pouvoir de calcul. En fait, c'est peut-être qu'on va avoir une nouvelle vague de DeFi 2.0 qui va profiter pleinement de ces nouvelles puissances de calcul et en faire des choses. Pareil, on voit des prémices dans des verticales intéressantes qui se développent fortement sur Starknet. Le on-chain gaming, mais avec du vrai on-chain gaming, attention. C'est pas juste un jeu et en fait, t'as juste les NFT on-chain. Non, là, t'as vraiment la logique du jeu qui est on-chain. Et là, comme Cairo, tu peux avoir beaucoup plus de puissance de calcul que sur le VM. On voit des jeux qui vraiment mettent toute leur logique on-chain. Deuxième verticale, c'est l'IA, le machine learning. On a des projets très sérieux qui développent en Cairo, qui bénéficient de la puissance de calcul pour être capable de prouver, par exemple, la façon dont un modèle va être entraîné. Et ça va devenir super important parce que avec l'avènement de l'IA, on fait confiance de plus en plus à des géants. On ne sait pas comment ils entraînent leurs modèles, des types qui sont biaisés, qui sont faits pour faire de la censure, des orientations politiques sur les modèles, etc. Ouais, exactement. Donc en fait, tu vois, on enlève les limites et les builders le comprennent et ils vont faire des trucs, peut-être un nouvel ère. Donc en fait, peut-être qu'il faut qu'on abandonne définitivement l'idée de se dire on va ramener des blue chip projects. En fait, non, on dit ok, on accepte, on va ramener une nouvelle. C'est ce que Solana ont fait. Hein. C'est exactement ce que Solana a fait. Quand je te dis qu'il y a des similarités entre Solana et Starknet, c'est littéralement ça. Solana a fait pareil, et c'est un pari qui a marché. Toute cette vague de nouveaux builders qui développent, qui est très Rust aussi, qui ont des nouvelles façons de penser, qui développent des use cases qu'on pensait pas possibles sur le VM. Exactement. Si tu leur mets dans les mains des nouvelles armes, en fait, ils vont les débloquer et les utiliser à leur plein potentiel. En fait, c'est un pari leveragé dans le sens où
en fait, quand tu fais de l'EVM, en fait, ça marche pas sur un layer 2, ça peut peut-être marcher sur un autre layer 2. Alors que, genre, si tu te mets à fond sur Solana et que Solana marche pas, genre, ton projet peut pas décoller. Donc, voilà. On a beaucoup de projets qui font all-in. Donc, c'est de la conviction, quoi. Ouais, c'est de la conviction. C'est chaud. Ouais. Mais ça peut payer énorme si ça marche bien, quoi. Ouais, c'est chaud, mais tu vois, quand je parle aux autres ZK IVM, je leur dis, mais c'est quoi vos critères de différenciation? Comment vous arrivez à vendre à des builders de venir développer chez vous? Et ils ont du mal, en fait, parce que si tu veux, comment tu vas convaincre quelqu'un de venir builder juste sur ZK-Sync? Quand pour lui, en un claquement de doigts, il peut déployer sur Linear, Scroll, etc., avec le même code. Pourquoi il ne le ferait pas? Comment tu vas lui dire? Donc, ils n'ont pas un attachement particulier des gens à leur écosystème en question. Tu vois, ça, c'est un truc qu'on voit qui est très fort sur Starknet. À contrario, on a des projets qui font all-in, et t'as ce cercle positif, entre guillemets, de on est tous dans le même bateau. Tu vois, et donc t'as énormément de synergie, de l'entraide entre les projets, entre nous et les projets. En fait, notre destin est lié. Pour que Starknet marche, nous on a besoin que les apps fleurissent et se développent, et eux ils ont besoin que Starknet marche. Tu vois, donc c'est un cercle vertueux.